Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, merci d'être ici pour cet événement organisé par le PACOM et le comité EDI. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Pascal Caïdor, professeur au département de communication. Alors, je vais introduire Luis Gonzalez qui va nous dire quelques mots sur le PACOM et cette belle initiative étudiante. Alors, Luis, je te cède la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup Pascal. Voilà, et comme vous l'avez mentionné, je suis le coordinateur de Parcours. Et voilà, avant de commencer, je voudrais mentionner un peu de mots pour commencer. Je m'excuse vraiment pour le bruit. Je suis en train de voyager pour le Canada. Je suis en Colombie maintenant, mais on va essayer de faire le mieux possible. Voilà, en 2020, nous avons commencé à vivre une des crises de santé plus difficiles de l'humanité. Aujourd'hui, des années plus tard, la pandémie a affecté de différentes manières à tous les hommes et toutes les femmes de notre planète. Précisément, un des sujets qui a émergé dans l'agenda de notre société a été la santé mentale. La santé mentale est une grande préoccupation qui affecte à toutes les générations. Un chiffre, par exemple, depuis l'existence de PACUM, que c'est notre programme de PEREDA, nous nous sommes occupés de 43 étudiants. Un chiffre qui démontre l'impact de notre programme, mais qui démontre aussi la nécessité de nos étudiants pour être écoutés, aidés, parce que ce chiffre représente plus ou moins entre les 5 et 7% de nos étudiants de premier cycle. Dans ce contexte, l'inclusion joue un rôle très important parce que les 42% des consultations desquelles nous nous sommes occupés pendant la session d'hiver et automne de cette année proviennent des étudiants qui ont été discriminés, qui ne se sont pas adaptés, qui se sentent seuls parce qu'ils proviennent d'un pays différent au Canada, qu'ils ont besoin d'une manière d'enseignement différente. Et cela veut dire d'étudiants qui ont besoin d'inclusion. Ne pas se sentir inclus génère anxiété, tristesse, dépression. En résumé, la non-inclusion affecte la santé mentale. Nous sommes très heureux de pouvoir offrir ce magnifique événement qui pourra nous faire comprendre de manière plus explicite la relation entre inclusion et santé mentale. Au nom de PACUM, de ses pères et dames, de ses pères étudiants, de notre directeur de département François Corré, des comités d'équité, inclusion, diversité de notre département, nous voulons juste dire bienvenue à tous et toutes. Merci beaucoup, spécialement à nos pénalistes pour être ici. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Louis, pour cette belle introduction. Donc, nous a montré un peu la pertinence du PACOM, super initiative du département. Donc, avant de commencer, je voudrais reconnaître que l'Université de Montréal est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons virtuellement aujourd'hui. Tiohtià:ke Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est donc dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Alors, nous venons tout juste aussi de terminer la semaine d'action contre le racisme et par cet événement, on va en quelque sorte clôturer cette semaine importante qui constitue aussi un moment privilégié de réflexion, d'échange et de sensibilisation. On entend de plus en plus parler du racisme, de santé mentale, mais le lien entre les deux est pas toujours clair. Donc, on aimerait aujourd'hui approfondir nos connaissances sur la question à l'aide de nos trois panélistes qu'on va découvrir dans quelques instants. Alors, je vais céder la parole à Amandine Hamon, doctorante au département de communication, membre du comité EDI et aussi cofondatrice du RIFDOC, le réseau international des femmes doctorantes. Alors, elle est la co-animatrice de l'événement aujourd'hui. Alors, Amandine, je cède la parole. Merci Pascal et merci Louis et bienvenue à tout le monde et bienvenue à nos trois panélistes. Donc, je vais animer la rencontre aujourd'hui avec ma collègue Firmin Ambote-Belias qui est une récente diplômée du département. Donc, bonjour Firmin. Alors, je vais souhaiter la bienvenue à nos trois panélistes, Dr Jude-Marie Sénat, professeur agrégé à l'école de psychologie à l'Université d'Ottawa, Dr Gaïda Hassan, professeur au département de psychologie de l'UQAM, et Madame Florence Genze-Bureau, directrice générale du Centre francophone de Toronto et leader communautaire. Si j'ai mal prononcé vos noms, n'hésitez pas à me corriger. On va commencer aujourd'hui avec une présentation d'une quinzaine de minutes du docteur Marie Sénat. Ensuite, on prendra quelques questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans le chat.
je me ferai la porte-parole de vos questions. Puis, on continuera avec une conversation qui sera animée par Firmine et moi-même pendant une trentaine de minutes. N'hésitez pas, encore une fois, à poser vos questions. On va se réserver une dizaine de minutes à la fin pour répondre et discuter. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole au docteur Jude Maricena qui a une présentation à nous montrer. Et je pense qu'il y a un écran à partager, Monsieur Maricena. Oui, oui, en fait, c'est juste Monsieur Sénat. Le prénom, c'est Jude Marie. Merci. Merci pour l'invitation. Je vais essayer d'aller vite parce que j'ai tellement de stock que 15 minutes, ce ne sera pas suffisant. Donc, je vais vraiment essayer de rester dans le temps. Donc, ce que je vais vraiment essayer de faire, c'est d'aller vite. Et puis, je me dis que ça va pouvoir juste mettre la table pour la discussion plus tard. Donc, s'il y a des choses, des éléments, n'hésitez pas à revenir dessus. Vous pouvez voir mon écran? Oui, on peut voir l'écran. Juste, je vais attendre que ça passe en mode plein écran. OK. C'est bon, vous pouvez voir mon écran en mode plein écran maintenant? Ça y est, c'est parfait comme ça. C'est parfait. OK. À l'intérieur de cet enjeu de parler de racisme et santé mentale, j'ai voulu ajouter le serpent en dessous de la table. Parce qu'en fait, quand on parle de racisme en général, on va croire que c'est quelque chose de simple, mais pourtant, il s'agit d'un enjeu extrêmement compliqué. J'aimerais revenir sur cette image que certainement vous avez tous vue, j'imagine, et le fait que quand c'est arrivé, moi, je ne regarde pas les images sur ces enjeux-là. Je ne regarde pas quand on tue une personne noire, même s'il y a des images, je ne regarde pas. Je ne regarde pas parce que c'est traumatisant et que je sais que c'est traumatisant et que je sais que on peut ne pas imaginer l'impact que ça peut avoir sur nous, mais ça a des impacts. Et quand c'est arrivé, c'est mon épouse qui m'a dit, mais non, ça, tu dois regarder parce que là, on ne parle pas d'une chose ordinaire, on parle de quelque chose d'extraordinaire, de voir que des gens ont assisté à ça, que d'autres policiers ont assisté à ça, personne n'a rien fait. Et ce qui va beaucoup me marquer, c'est le fait que beaucoup de jeunes issus des communautés noires vont après vouloir voir des psychologues, des professionnels de la santé mentale parce qu'eux faisaient des rêves, des cauchemars, mais aussi se rappelaient le nombre de fois qu'ils avaient été victimes d'inconduite policière. Mais quand on voit ça, de toutes les manières, on se dit, ben, c'est des choses qui se passent aux États-Unis, ça ne nous concerne pas. Au Canada, ce ne sont pas des choses qui sont près d'arriver, ça n'arrivera pas. Puis, quelques temps après, on a eu la mort de Joyce Echaquan, et puis on a l'impression que n'était-ce pas le racisme, peut-être que cette dame aujourd'hui vivrait encore. Et ce qu'on comprend aussi par rapport à ça, c'est que c'est un ensemble de stéréotypes que les gens ont. Et par rapport aux stéréotypes, ils mettent leur focus et puis vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ben, vous restez une personne autochtone, vous restez une personne noire. Et malgré tout ça est arrivé, malgré l'émotion que ça a suscité, ça a pris quelques temps après, quelques semaines, quelques mois pour que Madame Jocelyne Ottawa puisse être non seulement victime de racisme, mais aussi qu'on puisse capturer son téléphone. Et puis, ce n'est pas une personne, c'est deux personnes. Mais ça me permet aussi de dire un point dans le cas de Joyce Echaquan et même sur la question du racisme systémique. Pour faire ce que les infirmières ont fait, les soignantes ont fait à Mme Joyce Echaquan, il faut ne pas avoir peur de l'hôpital, de ses collègues. Parce que si on pense que nos collègues peuvent nous écouter dire des choses et que nos collègues peuvent penser que ce sont des choses horribles, à ce moment-là, on ne les dit pas, on les fait personne. Il s'agit d'une personne ou il s'agit juste de racisme interpersonnel. Non, il ne s'agit pas de racisme interpersonnel parce que ce n'est pas que ça, c'est tout le système qui permet que les gens puissent être aussi racistes et avoir des propos aussi
énorme et ne pas avoir peur de traiter de ces propos-là. Et puis, ça m'a permis de me souvenir aussi d'un cas qu'on a vu dans nos travaux de recherche d'un jeune issu des communautés noires que nous appelons Raphaël dans nos travaux, qui est un jeune qui a essayé de rentrer en fac de médecine, en 3 facultés de médecine à une première reprise. Il a essayé, il a échoué, il a fait un bac à l'Université de Montréal en biologie, puis après, il a réessayé. C'est un jeune qui, sa plus mauvaise note en bac était un A. Donc, il a eu que des A+. Et encore, il s'est fait refuser et qui rentre dans une dépression profonde qui ne se lave presque plus, qui ne sort presque plus de chez lui, qui ne mange plus, qui perd du poids. Et sa maman l'intéresse à sortir. Et puis, à un moment, il sort et ce premier jour qu'il sort, après plusieurs mois qu'il ne sortait plus de chez lui, il trouve une voiture de police et un des policiers lui dit « Hé, macaque, tu vas t'acheter des bananes ?» Il rebrousse chemin, il rentre chez lui, il fait une tentative de suicide. Et là, il se retrouve à l'hôpital et après qu'il est resté, en fait, qu'on l'ait induit dans un trauma, dans un coma artificiel pendant plusieurs semaines, quand il va sortir de ce coma-là, tout le monde va dire, oh, ben, les travailleurs sociaux, les psychiatres, les psychologues vont dire, ben, tiens, tu étais juste suicidaire, ce n'était pas parce que le policier t'a dit ça que tu as fait cette tentative de suicide. Mais en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'en réalité, le racisme tue. Le racisme tue, ça tue non seulement physiquement, mais ça tue les gens mentalement également. Et donc, vivre de la discrimination raciale, a des impacts sur la santé physique, mais également la santé mentale des gens. Mais quand on parle de discrimination raciale, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord un niveau interpersonnel où c'est le racisme que vous vivez tous les jours avec les gens, mais aussi les micro-agressions, comme par exemple le fait de se faire expliquer, vous êtes professeur d'université, vous rencontrez un membre du personnel de l'université qui pense parce que vous êtes noir, il doit vous expliquer ce que c'est un ordinateur. Et puis vous vous demandez, mais est-ce que la personne pense vraiment qu'il est en train de m'expliquer ce qu'est un ordinateur, de voir que, ben, tiens, il y a un prof, ce prof-là doit avoir moins de 40 ans, mais comme il est noir, je vais pouvoir lui expliquer ce qu'est un ordinateur. Et donc, c'est des choses qui viennent vous chercher, mais on est dans le racisme interpersonnel. Et puis, il y a des racismes de la part des institutions. Non seulement que les institutions devraient garantir, les institutions de santé devraient garantir de bons soins, la police devrait pouvoir garantir la sécurité des gens, mais les institutions, de la manière dont elles sont organisées, peuvent en effet constituer il peut y avoir du racisme dans la manière dont les institutions sont organisées. On peut prendre l'école. Quand vous êtes étudiant, que ce soit à l'Université d'Ottawa ou à l'Université de Montréal et que vous êtes noir, de manière générale, vous allez faire vos travaux, soit entre noirs ou seuls, parce que personne ne veut de vous dans leur groupe, parce qu'ils pensent que vous êtes moins intelligent. Mais aussi, comment les enseignants, la manière dont c'est organisé, tout le monde va être plus ou moins organiser la question comme ça. Et le système universitaire est organisé de manière à ce que un certain groupe de personnes n'ait pas accès à un certain nombre de formations. Et donc, là, on est dans le racisme institutionnel. Puis, ce que quand même j'aimerais dire sur le racisme systémique, c'est le fait qu'il y a des éléments qui sont plus structurels. Il y a des éléments qui sont plus structurels parce que le fait qu'un policier vous arrête votre voiture, ce n'est pas un problème. Mais quand le policier arrête votre voiture et qu'après, ça déboule et que ça a des impacts sur toute votre vie, parce que le policier lui-même, il a juste posé un acte raciste en vous donnant un ticket en disant que vous faisiez 100 km de plus que ce que vous devriez faire. Et puis après, vous perdez votre permis de conduire. Quand vous perdez votre permis de conduire, après, vous ne pouvez plus trouver un bon travail parce qu'il faut vous déplacer plus loin. Et pour travailler, ça vous permet de perdre en qualité de vie. Ça a des impacts sur votre santé. Donc, on est dans un système qui s'organise pour que justement certaines personnes n'aient pas accès à un certain bien-être. Et donc, le système s'organise comme ça parce que le policier qui est raciste, il est raciste normalement.
il est raciste normalement parce qu'à chaque fois, si vous prenez juste les journaux et que vous faites l'exercice et que vous mettez le mot noir dans les journaux, en général, le mot qui vient après, c'est violence, c'est arme à feu, c'est voilà. Donc, le policier, il est élevé dans ça. S'il lit normalement les journaux, être raciste, c'est juste au fait une conséquence pour lui. Et donc, c'est le système qui s'organise pour que le policier soit raciste, pour que le policier n'ait pas peur de pouvoir juste donner une contravention à quelqu'un alors qu'il sait qu'il n'a pas le droit et qu'il sait qu'il ne risque rien parce que c'est cette personne de cette couleur-là. Mais aussi, dire un mot sur le racisme intériorisé qui est très important parce qu'à force que vous vivez ça, à un moment, vous l'adoptez vous-même et vous devenez raciste vous-même envers vous-même et envers les autres. C'est ainsi que vous entendez des gens issus des communautés noires ou d'autres communautés racisées penser que c'est une félicitation, c'est un compliment quand on leur dit « Ah, mais tiens, pour un noir, vous n'avez pas d'accent. » Et puis, eux vont le répéter ou bien qui vont être fiers de dire « Moi, je n'habite pas un quartier noir. » Et qu'ils pensent que c'est de la fierté et que c'est un plus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le racisme, c'est un trauma. C'est d'abord un trauma originel parce que tout le monde se souvient du jour où ils vont en vivre. Le jour où vous vivez ça pour la première fois en pleine face, vous vous rendez compte de ça et vous en rappelez. Moi, je m'en rappelle de la première fois et je m'en rappelle à chaque fois. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a un stress qui est lié à ça et que quand on regarde les conséquences du racisme en tant que trauma, eh bien, ce sont des conséquences qui sont plus ou moins pareilles que ce qu'on voit dans le trouble de stress post-traumatique. Mais comme c'est, bon, si on regarde en fait, ce qu'on appelle le fameux critère 1A, A1, pardon, c'est un critère qui dit, qui décrit quelle sorte d'événement peut être constitué comme un événement traumatique. Et dans ce cas-là, on va dire que tiens, un acte raciste n'est pas forcément comme un acte, traumatique. Mais quand on regarde ça du point de vue de ce que les gens vivent, eh bien, non seulement c'est du trauma, mais c'est du trauma complexe parce que ça entache pas juste la santé mentale des gens, ça entache également la santé physique des gens. Et quand on regarde les études pour voir les conséquences du racisme et du trauma racial, on voit qu'il y a de la détresse psychologique, il y a le trouble de stress post-traumatique, de la dépression, de l'anxiété, de la faible estime de soi, du stress chronique, mais aussi que ceux qui vont vivre du racisme vont présenter plus de diabète, plus d'hypertension artérielle, plus de maladies cardiaques et maladies neurologiques, mais en plus de ça, ils vont mourir plus jeunes. Ils vont mourir plus jeunes. Et donc, c'est extrêmement important. On ne parle pas de quelque chose de simple, mais de quelque chose d'extrêmement important. Mais l'une des choses que les gens me disent souvent, tiens, les gens prennent souvent des cas isolés pour parler du racisme. C'est ce que j'ai fait tantôt. J'ai parlé de Joyce Echaquan, j'ai parlé de Justine Ottawa, j'ai parlé de ce cas de Raphaël. Mais nous, on a fait des études sur ça. On a regardé quelle est la prévalence de la discrimination raciale quotidienne, par exemple. Eh bien, si vous regardez ça, dans les communautés noires, plus de 60% des personnes issues des communautés noires vont dire qu'ils vont vivre du racisme quotidien pendant le dernier mois, plus de 60%. Donc, c'est souvent, on va croire qu'ils sont moins intelligents, on va leur témoigner moins de respect, on va les suivre dans les magasins, on va leur donner de moins bonnes places dans les restaurants, on va leur dire que ce restaurant est trop cher pour eux, on va croire que, tiens, vous rentrez dans un ascenseur, la personne tient son sac, donc la personne pense que vous êtes dangereux. Puis, on a regardé aussi les conséquences que ça a sur la santé mentale. Ce qu'on a vu, c'est que ceux qui présentent, qui ont un faible niveau d'estime, qui vivent un faible niveau de discrimination raciale, on a comparé, on voit que plus les gens vont vivre de la discrimination raciale, plus la courbe augmente. Plus la prévalence augmente. Mais ce qu'on a aussi remarqué, c'est que quand on regarde ceux qui vivent un niveau très élevé de discrimination raciale, ont 36 fois plus de chances de présenter des symptômes de dépression sévères comparativement à ceux qui vivent moins de discrimination raciale. Donc, on est dans quelque chose d'extrêmement important qui impacte la vie des gens. Et on a remarqué le même pattern à la fois pour la faible estime de soi, pour les symptômes psychosomatiques, mais également pour
les idéations suicidaires, on a regardé la même chose et on a regardé aussi les microagressions et on a vu que ça a aussi des impacts extrêmement importants sur, comment dire, sur les idéations suicidaires. On a expressément regardé la discrimination raciale majeure dans des endroits très spécifiques. Et on va voir que l'endroit où les personnes issues des communautés noires disent avoir vécu le plus de discrimination raciale majeure, c'est en éducation, dans les écoles secondaires et les universités. Donc, ce n'est pas rien. Et j'ai voulu donner ce chiffre parce qu'on est dans une université et donc, c'est extrêmement important de savoir que dans nos systèmes, dans le système universitaire, les personnes noires vivent du racisme et c'est plus de 60% d'entre eux qui vont dire qu'ils vont en vivre. Plus de 60%. C'est-à-dire à chaque fois que vous voyez 5 personnes issues des communautés noires dans les universités, il y en a 3 qui vivent du racisme dans les universités. Et donc, on a regardé rapidement la question pour voir est-ce qu'il y a une différence dans la santé mentale entre ceux qui vivent du racisme dans les universités et ceux qui n'en vivent pas? Eh bien, par exemple, la barre rouge représente, par exemple, ceux qui ont vécu du racisme dans les universités. Eh bien, à ce moment-là, ils présentent plus de dépression. Pareil, ils présentent plus de troubles de stress post-traumatique. Pareil, ils présentent moins d'estime de soi. Et on a regardé aussi pour le profilage racial par la police, où c'est 55% des personnes qu'on a interrogées qui disent en vivre. Eh bien, quand on regarde la question de la santé mentale, pareil, eh bien, vous allez voir qu'à chaque fois, ils vont présenter plus de troubles de stress post-traumatique, plus de dépression, plus d'idéation suicidaire, ils vont faire plus de tentatives de suicide. Et quand on regarde des modèles un peu plus compliqués, eh bien, vous allez voir que la discrimination raciale et le racisme intériorisé également vont jouer un rôle extrêmement important dans le fait que les personnes issues des communautés noires vont présenter une plus faible estime de soi. Mais quand on regarde aussi par rapport à la somatisation, on va voir que c'est pareil. La discrimination raciale va jouer un rôle important dans la prédiction des symptômes somatiques et pareil pour les idéations suicidaires. Je vais terminer parce que là, je suis à 16 minutes et vous voyez, j'ai parlé vite quand même et il y a beaucoup de stocks sur lesquels je n'ai rien dit. J'aimerais terminer en parlant rapidement du cas de Thomas. Thomas, c'est un jeune qui a été pris à Montréal-Nord par la police où il faisait 5 ou 10 kilomètres de plus que ce qu'il devrait faire. Et là, la police a dit sur une zone de 50 qu'il faisait 110. Bon, on lui a enlevé son permis et puis il a dû aller se défendre tout seul au tribunal. Moi, j'ai été pris par la police en venant à Montréal, puis moi, j'étais correct parce que je me dis, bon, de toutes les manières, je vais aller au tribunal, c'est tellement simple, dans le rapport du policier, il y a tellement d'erreurs que c'est simple, ça va bien se passer. Puis, j'en ai quand même discuté avec des amis avocats qui m'ont dit, non, tu prends un avocat, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est vrai que j'ai gagné la cause, mais ce que j'ai compris, c'est que j'ai dû payer 1%, plus de 1% de mon salaire annuel de professeur d'université pour pouvoir me faire défendre. Et puis, je me rends compte que les jeunes qui n'ont pas de salaire ou qui ont très peu de salaire, ils ne pourraient pas se faire défendre comme il faut. Et c'est ce qui s'est passé avec Thomas. Il est allé par lui-même, il a perdu et son permis lui a été enlevé pour un certain nombre de temps. Il devrait passer des examens. Et comme, il devrait aller acheter du pain, il a pris la voiture de son père, c'était à moins de 2 km, il ne voulait pas marcher de 2 km, il a pris la voiture de son père. Malheureusement pour lui, il s'est fait arrêter. Et comme il s'est fait arrêter, il y a eu un casier judiciaire. Et à cause de cette question de casier judiciaire, il a perdu son emploi, mais parce que déjà qu'il avait perdu son permis, alors qu'il faisait 20 minutes pour aller à son travail, il devrait passer 1h30 dans le bus à l'aller, 1h30 dans le bus au retour. Donc, il perd en qualité de vie. Et donc, il a eu un casier judiciaire par ça et ça a chamboulé sur toute sa vie. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre que quand on parle de racisme, il n'y a pas juste, c'est pas juste qu'on impacte la vie de quelqu'un. Ça affecte en fait
toute la vie de la personne. C'est des facteurs, il y a des facteurs politiques, ça affecte la capacité de la personne à pouvoir bénéficier de l'éducation, à avoir un bon logement, à avoir un bon revenu, et ça peut mettre la personne rapidement dans de l'insécurité alimentaire. Et donc, à pousser la personne à aller hors du système, à pouvoir commettre des actions justement pour chaque jour aller plus loin en dehors du système et voire dans la criminalité. Et ça, c'est très bien compris par le système. Et c'est pour ça que c'est systémique et que ce n'est pas que juste, ah ben tiens, c'est une personne, c'est le système qui est en jeu. Le policier, il sait au moment qu'il donne une contravention de ce genre à ce jeune-là et il l'engage dans quelque chose de plus grand que juste une contravention. Et donc, c'est extrêmement important de prendre en compte ces aspects-là parce que, au fait, peut-être que je peux terminer avec Angela Davis qui dit « Dans une société raciste, il ne suffit pas d'être non-raciste, il faut être anti-raciste. » Parce que être non-raciste, c'est accepter le racisme. Et accepter le racisme, c'est en quelque sorte être raciste. Et que dans le système que nous vivons, il faut plus que de l'égalité, que de l'équité. Il faut en fait libérer le système et sortir le racisme du système. Et c'est pour ça que nous avons créé un ensemble de formations dans mon laboratoire, la formation Devenir antiraciste, qui est une formation où on a aussi une version en vidéo animée pour les élèves du secondaire et de l'université, et puis la formation Comment fournir des soins de santé mentale antiracistes, qui est une formation en ligne sur notre site santémentalepourtous.ca, mentalhealthforeveryone.ca, où vous pouvez justement suivre ces formations pour vous engager dans la voie de l'antiracisme, parce que nous pensons que l'antiracisme, c'est le remède au racisme. Merci beaucoup. Et désolé encore pour le flow. C'était super intéressant. Merci beaucoup, Dr. Sena. Je pense que vous nous avez donné matière pour la discussion par la suite. Avant d'inviter nos deux autres panélistes, je voudrais juste relever une question de David Lessard-Gauvin, qui en a posé deux, mais on va en garder une pour la suite. David nous demande, concernant les impacts sur la santé mentale ou physique, y a-t-il des différences entre, d'un côté, le racisme, discrimination raciale, et d'un autre côté, les autres ismes et la discrimination sur d'autres dimensions de l'identité? Dans sa première question, David soulignait qu'il était touché par d'autres ismes, justement, d'autres formes de discrimination. Alors, est-ce qu'on peut comparer, est-ce qu'on peut faire une analogie entre… Je ne sais pas si le problème est de mon côté, mais ça a tellement coupé que je ne vous ai pas bien entendu. Peut-être que le problème était de mon côté en essayant d'arrêter de partager mon écran. Si vous pouvez reprendre pour moi, je suis désolé, si vous pouvez reprendre pour moi, ce serait parfait. Oui, bien sûr. Ben, en fait, je voulais soulever la question de David Lessard-Gauvin, qui est dans le chat, qui en a posé deux, donc on va pouvoir en rediscuter. Mais David demande si les impacts sur la santé mentale et physique, si on peut faire une analogie entre, d'un côté, les formes de racisme ou de discrimination raciale, et de l'autre côté, d'autres formes de discrimination, il dit d'autres formes de isme, donc discrimination basée sur d'autres dimensions de l'identité, d'autres facteurs d'exclusion. Est-ce qu'on peut faire l'analogie? Est-ce qu'on peut faire des comparaisons? Certainement, on peut faire des comparaisons. Cela dépend. Ce qu'il y a dans le cas du racisme qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas quelque chose, c'est un trauma qui vous arrive à partir de quelque chose duquel vous ne pouvez pas vous dépâtir. Votre couleur de peau, ça fait partie de vous. C'est vous, votre couleur de peau. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain dire « j'ai plus cette couleur de peau-là ». Et c'est quelque chose qui fait partie de votre identité. Et c'est vrai que pour tout ce qui fait partie de notre identité et duquel on ne peut pas se dépâtir, eh bien, quand vous vivez de la discrimination par rapport à ça, ça vous impacte profondément. Je le dirais juste comme ça, mais c'est ça. Ça dépend vraiment de la forme de la discrimination. Il y a certaines discriminations qu'on va vivre, mais sur des éléments qu'on peut se dépâtir, c'est différent. Mais quand on va vivre une discrimination profonde sur quelque chose qui vous appartient, mais aussi qui est très visible, c'est-à-dire quand on vous voit, on voit d'abord ça, eh bien, à ce moment-là, ça a des impacts. Je comprends. Alors, j'ai beaucoup de commentaires qui disent « Bravo, Monsieur Sena, une très bonne présentation ». Je vais inviter nos deux autres panélistes pour le reste de la discussion. Donc,
Dr Gaïda Hassan, professeure au département de psychologie de l'UQAM, et Florence Genze Bureau, directrice générale du Centre francophone de Toronto et leader communautaire. Et j'ai une première question qui est plus générale. On pourra poser des questions plus spécifiques ensuite à chaque intervenant. Mais ma première question, ce serait de vous demander si vous avez des exemples. Donc, Dr Sena, vous avez donné quelques exemples dans votre présentation, mais généralement, donc, on sait que les études confirment que l'un des résultats cumulatifs de la discrimination raciale, c'est l'effet sur la santé mentale. On vient d'en parler. Est-ce qu'il y a des exemples que vous pourriez partager qui sont tirés de vos recherches ou de vos interventions au milieu de pratique auprès de communautés racisées qui illustreraient les statistiques dont vous nous avez parlé, Dr Sena? Et j'aimerais bien poser la question en premier à la Dr Hassan, si elle est bien là. Bonjour, merci et merci encore à Jude-Marie pour cette merveilleuse présentation qui explique, je pense que j'aimerais souligner au fait la force, Jude-Marie, dans ta présentation. On va se tutoyer parce qu'on se connaît, parce que je pense que tu montres comment le racisme est profondément ancré dans les systèmes et dans les structures, et comment un geste, souvent qui est négligé ou qui est minimisé souvent ou justifié dans le discours des autres, impacte toutes les dimensions de la vie humaine. Donc, à la fois dans les recherches que dans les milieux cliniques, des exemples abondent. Je ne vais pas donner des exemples précis nécessairement, je pense que Jude-Marie en a donné plein. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que non seulement il y a le racisme interpersonnel, structurel, institutionnel, systémique, mais on voit également des transmissions transgénérationnelles en termes des pratiques racistes et en termes du trauma lié au racisme. Je pense que c'est très clair, et en anglais, on parle de legacy of racism. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, que la majorité des sociétés, enfin, on est en Amérique du Nord, on est aux États-Unis, au Canada, je vais me limiter à ça. Ce sont des sociétés qui sont fondées structurellement sur des mécanismes de fonctionnement profondément racistes, que ce soit par l'histoire de l'esclavage ou l'histoire encore du génocide des peuples, des Premières Nations et des peuples autochtones. Et Jude-Marie a souligné les impacts sur la santé mentale, mais aussi les impacts sur la santé physique, les maladies coronariennes, les maladies comme le diabète, puisque Jude-Marie a bien souligné comment des gestes racistes nous empêchent d'avoir accès à des droits fondamentaux, à des ressources qui sont fondamentales, que ce soit économiques, nutritionnelles et autres, qui nous permet finalement d'avoir des conditions de vie équitables par rapport à autrui. Donc, je pense que j'ajouterais également un autre problème fondamental dans le racisme, c'est l'accès aux soins et aux services. Donc, Jude-Marie n'a pas seulement parlé des expériences de racisme, mais il ne faut pas oublier quand même que lorsqu'on appartient à une minorité qui est racisée, il y a de nombreuses études qui démontrent qu'il y a un accès d'abord beaucoup plus limité aux services de soins. Nous devons traverser beaucoup plus d'obstacles pour obtenir des soins auxquels d'autres personnes non racisées ont un accès beaucoup plus rapide, mais également il y a une utilisation qui est réduite des soins en raison d'expériences passées de discrimination et de racisme et de mauvaise compréhension ou encore de mauvais soins. Donc, je pense qu'il ne faut pas, je ne veux pas m'étendre, désolée, mais je pense qu'il ne faut pas traiter le racisme comme un phénomène exceptionnel, comme une pathologie de la société qu'il faut traiter. Je pense qu'il faut comprendre que nous vivons dans des sociétés dont la structure économique et politique est fondée sur des règles, des lois, un fonctionnement qui est raciste. Et donc, il faut vraiment éviter le discours que j'entends parfois quand on intervient pour donner des formations, que ce soit dans le milieu policier ou ailleurs. « Ah, les pommes pourries hein, », c'est même des expressions qui sont utilisées. « Ah, il y a telle personne et telle personne qui a été raciste ». Non, c'est une culture entière qui est fondée sur des pratiques qui sont racistes, et je pense qu'il faut
continuer à parler plus clairement de ce message-là pour que justement ça ne devienne pas comme si c'était un phénomène exceptionnel qui arrive de temps à autre. C'est intéressant de le mentionner et de faire le lien avec la pyramide qu'on a vue tout à l'heure. Ce n'était pas une pyramide, c'était plutôt rond, mais systémique, institutionnel, interpersonnel, intériorisé avec toutes les différentes couches. Est-ce que Madame James de Bureau, vous faites le même constat ou vous allez dans le même sens que Madame Hassan? Oui, oui, bien sûr, et merci de m'avoir invité. Alors, moi, je travaille à Toronto. Je dirige un centre qui s'appelle le Centre francophone du Grand Toronto. C'est un centre multidisciplinaire, multiservice, qui comprend plusieurs services, comme les CLSC au Québec, si vous voulez, où on offre des services d'employabilité, des services en immigration, des services de santé, santé mentale, et j'en passe. Alors, moi, je vais vous parler plus du vécu et de l'intervention, puisque les chercheurs ont très bien parlé. Puis merci beaucoup pour votre présentation, Jude. C'était vraiment excellent. Et à vous aussi, Shadia. Alors, dans le centre que je dirige, nous sommes, je dirais, chanceux parce que c'est un centre tellement multiculturel. Les Noirs ou les peuples d'ascendance ou les communautés d'ascendance africaine qui arrivent dans le centre où je travaille ils vont me voir, je suis la directrice générale, de Big Boss, comme on dit, mais je suis aussi une minorité raciale. Les intervenants sont de toute race, toute origine. C'est un milieu tellement fascinant. Donc, à ce point-là, au niveau de l'intervention, au moins de l'accueil, je pense que les peuples, comme les individus qui arrivent à notre centre sont bien accueillis dans ce sens-là. Par contre, quand on va plus loin, si cette personne, par exemple, est LGBTQ+, si cette personne est une minorité invisible de quelque sorte que ce soit, ce n'est pas toujours évident que même un centre comme le mien va être sensible. Ce n'est pas toujours évident que tous les intervenants que les individus rencontrent dans mon centre sont aussi sensibilisés à la question du racisme. Alors, moi, je vois qu'il y a beaucoup en fait, à faire au niveau des institutions elles-mêmes, incluant la mienne qui se veut vraiment antiraciste, parce qu'il y a tellement de chemin à faire en fait que, comme Jude le disait, je pense que ça sera très... il faut travailler à tous les niveaux, si vous voulez. En ce qui concerne la question qui m'avait été posée, tu peux la répéter, Amandine? En fait, c'était simplement la réaction à ce que disait Madame Hassan, mais j'en aurais peut-être une autre qui est à la fois pour tout, en fait, qui est pour tous les trois. Est-ce qu'il y a des particularités à prendre en compte justement dans ce milieu de pratique, dans le soutien aux personnes qui en ont besoin, des particularités à prendre en compte, des critères de sélection aussi des professionnels? Et ça rejoint la question de David qui est dans le chat, qui a été posée il y a un petit moment. Est-ce qu'il y a des conseils à donner à des personnes qui vont voir des professionnels pour des enjeux de santé mentale et qui aimeraient voir en face d'eux quelqu'un qui est sensible à ces enjeux-là dont on est en train de parler, aux enjeux de discrimination et de racisme en particulier, mais pas seulement. Quels conseils donner à ces personnes-là? Quelles particularités il y aurait à prendre en compte? Alors, peut-être je vais commencer à répondre. Je pense que j'avais vu la question justement. Et j'allais dire, il n'y a pas vraiment une formule unique que moi j'ai vue. Je pense que la personne, si elle a la capacité de poser les questions aux intervenants pour dire, moi je recherche tel genre de service, j'ai tel besoin, exprimer clairement c'est quoi les besoins que la personne présente et demander aux intervenants, est-ce que vous avez cette expérience? Si l'intervenant dit, je n'ai pas cette expérience, ou même vous commencez la thérapie ou le service, vous remarquez que cette personne-là n'a pas vraiment répondu à vos besoins, n'ayez pas peur de demander de changer d'intervenant parce qu'à la fin de la journée, c'est votre vie qui est en cause, c'est votre santé mentale. L'autre chose que j'allais ajouter, c'est que malheureusement, je pense qu'on a touché sur ça, les curriculums universitaires ne touchent pas ou il n'y a pas vraiment une approche globale d'enseignement qui va toucher à tous les aspects de
raciste ou de la discrimination. Je ne sais pas s'il y en a, mais moi, j'en ai pas vu quand j'étudiais dans les universités. Je vais peut-être inviter Madame Hassan à réagir là-dessus. Oui, tout à fait. Je pense que moi, je parlerai du point de vue des intervenants. Je pense que ce que ma collègue Florence a dit est tout à fait vrai. Je mettrai aussi plus spécialement l'emphase sur les milieux. Je crois qu'il en est des responsabilités des institutions et des intervenants et non pas des responsabilités des clients, même si des conseils sont très importants. En effet, tout à fait, Florence, pour donner du empowerment en quelque sorte au client, à la personne qui demande de l'aide. Nos institutions ont beaucoup de travail à faire. D'abord, dans leur personnel qui doit être diversifié, qui doit représenter la population qu'ils desservent, le personnel qui doit être formé sur les questions de l'intervention sensible culturellement, de l'intervention antiraciste, le personnel qui doit être formé pour travailler dans une position qu'on va appeler anti-oppressive, réflexive. Il faut repenser le modèle de gestionnariat, le modèle d'accès aux soins, le modèle de faciliter finalement la proximité des services. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à réviser sur le plan de nos institutions. Et Florence, vous avez tout à fait raison. Dans les universités, malheureusement, je reviens à mon idée de base, le racisme est toujours encore traité comme un sujet à option, à choix, si on veut se familiariser avec ça, plutôt que quelque chose qui est intégré dans le cursus normal de la formation de toute personne, déjà à la base, là, tout professionnel, mais en plus pour les professionnels de soins. Donc, il y a énormément de choses à faire à ce niveau-là. Je peux donner un simple exemple rigolo à l'UQAM, enfin, c'est pas rigolo du tout, mais à l'UQAM, au département de psychologie, il y a 2 cours. Un cours qui s'appelle Psychologie comparée des genres et l'autre cours qui s'appelle Psychologie de la diversité humaine. Ce sont 2 cours à choix. Ce ne sont pas 2 cours obligatoires. Et en plus, ce sont 2 cours où l'étudiant ne peut choisir qu'un des 2. Et donc, c'est pour vous montrer à quel point des aspects qui sont quand même fondamentaux à la relation de soins sont considérés comme des aspects accessoires dans la formation des psychologues. Donc, il faut véritablement repenser le système au complet. Peut-être que je pourrais dire un mot par rapport justement à ce que Raïda a dit et que Florence en a parlé avant. Moi, j'ai été formé en psychologie clinique interculturelle. J'ai été formé à la transculturalité et à aucun moment de mon parcours, on a parlé des enjeux raciaux. On a parlé de la culture, on a parlé de la religion, mais à aucun moment dans mon parcours, on m'a dit « Ah, ben tiens, on prend en charge, qu'est-ce qu'on devrait faire pour mieux prendre en charge, par exemple, les personnes noires, par exemple, les personnes autochtones. » Et ce qui se passe, c'est que quand vous n'êtes pas formé à ça, même si vous êtes vous-même un psychologue issu des communautés racisées, donc, si vous n'êtes pas très conscient, vous n'êtes pas dans une pratique réflexive, vous allez juste continuer à perpétuer le système. Vous nourrissez le système comme tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? En général, quand les gens viennent nous voir, déjà, ils n'ont pas envie de nous parler du fait de leurs expériences racistes, même s'ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Genre, par exemple, la personne a été victime de quelque chose qui le ronge. Je peux donner cet exemple parce que je l'ai publié dernièrement dans un article où moi, je reçois beaucoup d'hommes, plus ou moins entre 30 et 40 ans, qui eux-mêmes ont été victimes de racisme et qui ont maintenant des enfants qui en vivent et qu'ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils n'ont pas envie de marginaliser leurs enfants en allant crier fort au racisme dans les écoles et ils ne savent pas quoi en faire. Et quand vous avez été appelé Black Genius, curriculum de Black Genius par votre professeur pendant une année et que vous voyez que, ah mais tiens, mon fils vient de me dire qu'on l'appelle aussi Kirikou à l'école, la prof l'a appelé Kirikou à l'école, l'enseignante l'a appelé, qu'est-ce que je fais? Comment je prends ça en charge?
et que ça vous rappelle vous et vous partez dans une grande détresse. Mais quand vous arrivez au bureau du psychologue et que vous dites ça au psychologue ou au psychiatre ou au travailleur social et que lui, en général, qu'est-ce qu'il fait? Soit il évite, parce qu'il n'est pas formé à ça, il évite tout simplement et c'est le mieux qu'il peut faire des fois. Dans la majorité des cas, il vous blâme. La première chose pour vous blâmer, êtes-vous sûr vraiment c'est ce qu'il a dit? Êtes-vous vraiment sûr c'est ce qu'il voulait dire? Peut-être qu'il était en train de plaisanter. Et donc, à remettre en question ce que vous êtes en train de dire, en fait, à vous dire que peut-être que vous êtes juste en train de mentir ou que peut-être que vous êtes juste parano. Et donc au fur et à mesure, ces enjeux-là viennent vous chercher et vous ne faites plus confiance au système. Et c'est d'ailleurs l'une des choses qui devrait nous marquer dans notre enquête, 53,1% des personnes issues des communautés noires, et là, on est de 15 à 40 ans, disent avoir été victimes de discrimination raciale majeure dans les services de santé. Imaginez maintenant des personnes immigrantes, des immigrés qui peut-être ont 62 ans, 64 ans, qui ne parlent pas bien français, qui ne parlent pas bien anglais et qui sont dans le système hospitalier. De quoi ils sont victimes, ces personnes-là? Et donc, on parle de quelque chose qui impacte la vie des gens, mais pour lequel, au fait, nos universités ne nous forment pas. Mais justement, c'est intéressant. Je vais laisser Firmin poser sa question, mais on pourrait revenir sur l'idée du bris de confiance ensuite entre les institutions et les personnes marginalisées. Vas-y, Firmin. En fait, votre point est intéressant parce que ça met en relief une espèce de... Ça fait comme s'il existait des systèmes dans le système lui-même qui qui étaient comme racistes, des sous-systèmes qui sont racistes et qui vont comme faire en sorte que les décisions qui vont être prises en bas vont se généraliser. Est-ce que c'est comme ça quand vous voyez la situation? C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un, par exemple, décide de simplifier une situation qu'une personne racisée a vue, en fait, d'un point de vue global, le système, on ne sait pas comment ça va se faire, mais le système va décider de prendre cette situation-là et de décider de la relayer au second plan ou tout simplement de l'ignorer. Est-ce que c'est comme ça que vous décrivez que la situation se passe, en fait? Je suis désolé, j'ai raté un bout de la question. Désolée. En fait, je disais tantôt que quand vous présentez la situation, c'est comme s'il y avait l'existence de sous-systèmes, c'est-à-dire des systèmes qui sont déjà comme paramétrés pour être racistes. Et fait que les décisions qui vont être prises dans ces sous-systèmes-là vont être globalisées. Fait que, par exemple, quand une personne va exposer une situation de racisme qu'il aura vécu, on va comme... puisqu'au de base, au bas du système, on a déjà négligé la situation, fait que le système en lui-même va continuer, va s'inscrire dans cette continuité-là. Est-ce que c'est comme ça que vous l'expliquez, en fait? Oui, merci pour cette question. Ça me permet de répondre aussi à une question qui est dans le chat sur la question de est-ce qu'on est conscient quand on est raciste? Est-ce que toutes les personnes qui sont racistes sont conscientes qu'elles sont racistes? Je ne pense pas que toutes les personnes sont conscientes, mais pour le policier, c'est la responsabilité du système de former le policier. Et il faut se demander pourquoi le policier n'est pas formé à justement dans des pratiques qui soient antiracistes. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'il faut se demander, il y a un livre la personne parle de la France dans le chat, il y a un livre qui est sorti en France par quelqu'un qui s'est fait embaucher comme policier et qui parle de comment les policiers en sortant ils cherchent des personnes noires, justement, ils cherchent des personnes racisées en disant qu'ils vont casser du bon banania. Et donc, on ne peut pas, quand des policiers commencent par dire ça, et quand un policier l'entend, mais aussi le fait que dans le système, les policiers, de manière générale, ils se couvrent entre eux. Ils se couvrent entre eux et ce n'est pas le policier qu'il faut mettre en jeu. Parce que le policier, lui, s'il était juste une personne raciste dans un système antiraciste, le système aurait broyé son racisme et il n'aurait pas eu le choix, par exemple, de dire « Ah ben tiens, il y a tellement de paramètres qui sont mis en place pour que même si j'étais personnellement raciste, que je ne puisse pas être raciste envers les gens que je sers dans la population, qu'à un moment, cela aurait aidé. Mais quand le système permet justement, même à une personne à un policier lui-même qui n'est pas raciste, mais de se dire, ah mais tiens, par solidarité, je ne peux pas dénoncer mon collègue, par solidarité, je ne peux pas aller témoigner contre mon collègue, à ce moment-là, on met en place la table pour justement que le racisme soit là. Mais ce qui arrive aussi, c'est que
vous avez parlé de sous-système. On est dans, en fait, le système est mis en place d'une manière à ce que, quand vous en vivez, je ne sais pas ce que Raïda et Florence en pensent, c'est plus facile de se mettre debout pour les autres. Si Raïda dit qu'elle est victime de racisme, en général, les gens vont dire, ah bon, des profs d'université, le pays, on t'a déjà tellement donné, des profs d'université, tu n'as pas à te plaindre. Ah, mais tu es médecin et puis tu dis que tu es victime de racisme. Tu n'as pas à te plaindre, tu es déjà médecin. Et donc, dans cette situation-là, vous pouvez être debout pour les autres, mais très difficilement debout pour vous-même. Mais quand vous ne pouvez pas être debout pour vous-même, quand vous ne pouvez pas être debout pour vos enfants, quel est l'impact sur vous? Quel est l'impact sur vous? Quel est l'impact sur vos enfants? Mais aussi, si vous pouvez être debout pour les autres et que vous ne pouvez pas être debout pour vous, il y a toute une part de sincérité en vous qui vous ronge, mais qui vous ronge aussi dans la façon dont vous êtes debout pour les autres. Et c'est pour ça que, de manière générale, dans les communautés noires, on va dire aux jeunes, pas de piercing, pas de tatou, habillez-vous bien et vous serez correct avec la police. Ah non, moi, j'étais en veston et tout, mais sauf que j'avais mes étudiantes dans ma voiture. On allait à un colloque à Montréal. C'était assez pour que je sois arrêté parce que si je suis un homme noir et que j'ai 3 étudiantes, dont des étudiantes blanches dans ma voiture, peut-être que je suis un pimp et que peut-être que le policier, il peut m'arrêter. Mais comme il ne peut pas dire que c'est pour ça qu'il m'arrête, ben, la question de la vitesse vient tout de suite. Et donc, comment le policier, il a ses idées, et donc ces idées-là sont nourries par le système. Il ne faut pas voir la personne raciste, il faut voir le système qui facilite le fait que la personne puisse se permettre de l'être. En fait, dans votre propos, on relève une espèce de dissociation du racisme associé au fait que, par exemple, vous êtes dans une classe sociale assez élevée, que vous portez un certain type de vêtements, que vous travaillez dans certaines structures. On fait en sorte que, en fait, votre apparence sociale peut empêcher le racisme, alors que dans les faits, d'après ce que vous dites, c'est peu probable que parce que vous avez un costume, on ne va pas vous interpeller dans la rue, en fait. Ah oui, mais c'est pire que ça. C'est que si plus vous montez dans l'échelle, pire c'est. C'est pire parce que, vous êtes isolé. Vous êtes isolé dans le sens que si vous n'avez pas une famille soutenante et solide, vous n'avez plus personne à qui parler de ces enjeux-là. Et en plus, vos problèmes sont des problèmes de riches. C'est-à-dire, quand vous faites face au racisme, comment vous allez en parler, par exemple, avec quelqu'un, par exemple, qui fait un métier extrêmement difficile, parce que vous êtes un privilégié. Donc, ça vous isole. Et plus vous êtes isolé, ce n'est pas pour rien. Il y a une étude qui a été faite auprès de ceux qui ont été diplômés à Yale University dans les années 70, en comparant les personnes noires avec les personnes blanches. Les personnes noires sont tous morts très jeunes, même ceux qui avaient de bonnes pratiques de vie, qui ne fumaient pas, qui ne buvaient pas, qui avaient une vie de famille bien structurée, mais même eux, ils mouraient plus jeunes. Et l'espérance de vie entre les Blancs et les Noirs aux États-Unis, c'est même pour ceux qui sont les plus éduqués, ils ont moins d'espérance de vie et ce n'est pas lié à la question du mode de vie, de ce qu'ils mangent, de l'alimentation, c'est lié aux expériences sociales, aux interactions sociales. Je suis tout à fait d'accord avec vous, en fait, Jude, parce que quand on a gravé des échelons, on est tout à fait minorisés et par nos communautés noires, parce qu'ils nous voient différemment, et par les collègues qui sont souvent de race dominante, il faut se le dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Noirs qui accèdent à ces postes-là de direction ou élevés. Alors, mais aussi, ce que nous ressentons souvent, c'est le poids sur nos épaules. Il y a vraiment cette notion où tu te dis, je ne peux pas échouer, je dois réussir et je dois me battre pour les autres qui sont beaucoup plus discriminés, même si nous le sommes aussi. Et c'est vraiment lourd à porter. Mais ceux d'entre nous qui arrivent à ce niveau-là, je pense que c'est parce qu'on a su se battre. C'est parce qu'on a développé la peau épaisse et puis qu'on est devenu tellement résilient. Je ne sais pas les conséquences sur nos vies
Ben, je viens de m'apprendre qu'on va pas, souvent les gens dans ces milieux-là ne vivent pas longtemps, je peux le croire, parce que le stress est énorme. Mais pour revenir à ce qu'on discutait tantôt, puis à la majorité des personnes qui ne sont pas dans les postes où nous sommes, ou les niveaux de direction où nous sommes, je pourrais dire que je suis très d'accord avec ma collègue Haïda, c'est faut vraiment responsabiliser les institutions plutôt que les personnes qui sont victimes. On doit toujours faire la différence entre les Noirs qui sont victimes et les institutions. Mettons plus d'emphase sur les institutions, travaillons plus sur les politiques gouvernementales, institutionnelles, les ressources, les financements, tout ce qu'on peut mettre en fait pour mettre en place des structures qui valorisent et qui accueillent les Noirs dans ces institutions-là. Parce que comme quelqu'un l'a dit, ce qui va arriver comme l'exemple de Thomas ou les autres qu'on connaît tous, tout ce qui va arriver là, ils vont se refermer sur eux-mêmes. Cette personne-là, elle va aller chercher un service, elle va être mal accueillie, elle va être mal comprise, puis mal comprise, puis elle ne retournera plus. S'en vient la pauvreté, la consommation des drogues, l'alcool, les dépendances, et puis tout d'un coup dans le système, la prison, et tout le monde va dire, ben oui, les Noirs, ils sont des alcooliques. Mais il faut qu'on se demande d'où est venu ce problème-là. On parle de résilience et j'ai deux questions. Une question de deux profs du département de communication, de Kirsty McCallum et Stéphane Couture, qui demandent mais qu'est-ce qu'on peut faire dans le milieu universitaire en tant que professeur, donc département, pour contrer ces dynamiques-là, notamment le racisme. Qu'est-ce qui peut être fait? Quelles initiatives on peut mettre en place? Est-ce qu'il y a des mécanismes ou des attentions particulières qu'il faudrait garder à l'esprit? Si je peux commencer avec une réponse, il n'y a pas un mécanisme ou une initiative, il y a plusieurs. C'est-à-dire qu'il faut de manière simultanée approcher à la fois, si on pense par exemple à l'université, prenons comme exemple le micro-monde université et on veut adresser la question de racisme à l'université. D'abord, il faut regarder quelles sont les politiques et les règlements internes qui existent à l'université. Il faut commencer par une révision des règlements et des politiques internes de l'université. Donc, on regarde la structure, le système, la politique, les modes de fonctionnement interne et il faut les modifier. Premièrement. Deuxièmement, formation complète du personnel. On revoit les cursus. Donc, on regarde le système, la structure. Par la suite, on regarde évidemment les individus, le fonctionnement. Revoir les stratégies d'admission, les procédures d'admission, les formations, créer toutes sortes d'événements de sensibilisation pour éduquer les personnes, pour les préparer la prévention, l'engagement, faire toutes sortes de projets où on augmente la solidarité et l'engagement entre étudiants, où on engage les personnes dans l'action. Tu ne peux pas rester indifférent si tu es témoin ou tu es présent dans une situation. D'ailleurs, les études indiquent, et Jude-Marie en a parlé, dans d'autres phénomènes également, que lorsque les témoins n'interviennent pas quand il se passe un événement raciste ou une attaque, par exemple physique, d'une personne à une autre, ça augmente le risque de récidive chez les personnes qui attaquent, puisque la non-action est une sorte d'approbation, finalement, est reçue, elle est comprise comme une sorte d'approbation. Il faut également offrir des services qui sont accessibles et disponibles à tous les étudiants et toutes les étudiantes qui subissent du racisme pour pouvoir rapidement adresser ces situations-là. Et donc, il n'y a pas tu sais, la fameuse semaine contre le racisme ou la semaine interculturelle, ça va, je veux dire, les impacts sont très, très limités. Donc, il faut véritablement y aller avec une stratégie qui est beaucoup plus profonde et beaucoup plus grande. Parce que comme disent Jude-Marie et Florence, ce ne sont pas des incidents isolés, c'est un système au complet qu'il faut repenser. Je serais curieuse d'entendre Dr Sena sur les formations en ligne qui ont été développées justement par son organisme. Est-ce que ça entre dans ce
dans ces solutions-là et comment ça marche? Je ne dirais pas mieux que ce que Raïda a dit sur tout le système. Sur l'information, c'est une petite partie. C'est une petite partie. Il faut une vraie évaluation des universités. Comme Raïda l'a dit, l'évaluation du cursus, des processus d'admission qui défavorisent certains groupes. Et là, on ne demande pas aux universités de baisser leurs standards. Parce que dès qu'on dit ça, les gens disent « Ah, mais tiens, on demande aux universités de baisser leurs standards. » Pas du tout. Au contraire, c'est d'augmenter leurs standards, de pouvoir comprendre que ce serait bien. Par exemple, moi, je connais des écoles qui vont prendre les bons élèves. Si on prend que les bons élèves dans ces écoles-là, c'est normal que si on prend que des bons élèves, ben après, que l'école soit perçue comme une bonne école. Mais notre capacité d'éduquer, c'est de pouvoir éduquer ceux qui peut-être avaient un 7 sur 10 et puis on les prend, on les éduque pour qu'ils aient un 9 sur 10. Donc, c'est extrêmement important. Puis ensuite, sur la formation, il ne faut vraiment pas juste rester au niveau des étudiants. On a tendance à rester au niveau des étudiants. Et moi, j'ai des blagues que je reçois de professeurs qui donnent des blagues dans les universités, des blagues qui sont profondément racistes. En plus de ça, qui ne nous élèvent pas. Qui ne nous élèvent pas dans le sens que quand vous donnez une blague, que vous dites « Ah, mais tiens, on passe une enquête dans un cours de méthodologie, on dit on passe une enquête et puis on demande aux gens de parler de la faim et de donner leur avis honnête sur la faim et que les gens de l'Europe de l'Est ne savent pas ce que c'est l'honnêteté, les gens de l'Afrique ne savent pas ce que c'est la nourriture, les gens d'Amérique du Nord ne savent pas ce que c'est partager, ne savent pas, et les gens d'Europe ne savent pas ce que c'est une pénurie. Donc, ça ne nous élève pas en tant qu'enseignants. C'est de la même manière que les enseignants vont dire, les professeurs vont dire « Ah, mais tiens, la liberté académique ». Mais ils ne parlent jamais de responsabilité académique. Il y a une responsabilité qui vient avec la liberté. La liberté, ce n'est pas de pouvoir dire tout ce qu'on veut. Et moi, en tout cas, si je sais que le même mot que je vais utiliser dans mon cours, ce même mot-là peut être utile, peut-être que mon étudiant qui est homosexuel, 2 minutes avant d'être dans ma salle, quelqu'un peut avoir utilisé ce même mot-là pour le blesser, je ne vois pas pourquoi, dans mon cours, je vais utiliser ce même mot pour lui rappeler que quelqu'un vient de le blesser avec ce même mot. Donc, c'est une question de responsabilité. C'est une question d'aller chercher tout le monde. Ça, c'est une chose. Puis, il faut former les étudiants. Moi, je trouve que c'est quand même bizarre qu'en 2022, les étudiants rentrent dans les universités, ils n'ont pas un cours sur le harcèlement sexuel, sur la violence à caractère sexuel, et sur le racisme qui soit obligatoire. Obligatoire. Parce que quand on rentre à l'université, on devrait ressortir meilleur dans nos universités. Ça, c'est une chose. Mais aussi former nos personnels. Parce que le personnel, c'est ça ce sont les personnes qui sont vraiment en contact encore plus avec les étudiants. Et donc, qui peuvent exercer du racisme. Donc, former le personnel, c'est extrêmement important. Et puis, avoir des politiques. Raïda a parlé tantôt de cet enjeu des témoins. Il nous faut des témoins actifs, des étudiants qui soient formés encore plus que les autres, qu'au moment où ils entendent quelque chose, ils peuvent réagir pour continuer à éduquer les autres et créer ce système. Et les personnes sont capables, les étudiants sont capables de ça. Et on est capable de pouvoir les éduquer. J'ai un fils qui va avoir 4 ans en mai. L'autre jour, j'ai dit un mot et il m'a dit « Papa, ça, c'est pas gentil pour les filles. » J'ai dit quelque chose, il m'a dit « Papa, ça, c'est pas gentil pour les filles. » Il ne peut pas encore me dire que c'est sexiste parce que maman me répète tout le temps quand je m'écarte de me dire ça c'est sexiste, mais il ne peut pas le dire, mais il me dit non papa, ça c'est pas gentil pour les filles. Et c'était simple, je lui ai dit arrête de pleurer, tu es un homme. Et il m'a dit mais papa, qu'est-ce que tu dis? Ça c'est pas gentil pour les filles. Et tout de suite, je me suis excusé et c'était totalement déplacé de ma part. Mais quand on est capable d'entendre ça, et comme c'est pareil pour les étudiants, si les étudiants, à chaque fois qu'ils disent quelque chose et qu'on est capable de leur dire non, ça ne fonctionne pas au fur et à mesure qu'il y a des témoins actifs. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment tout un programme qu'il faut. Et il n'y a pas une chose qu'on va mettre en place qui va résoudre le problème. Il faut vraiment reprendre toute la façon de penser et d'être du système universitaire. Désolé d'être si long.
En fait, dans votre propos, vous mentionnez des éléments qui sont très importants. Le stigma et les stéréotypes qui sont des problèmes en soi, c'est-à-dire que les images qu'on développe dans nos esprits, les fausses croyances qu'on développe à propos des X ou des Y s'opérationnalisent dans le système éducatif sous forme d'exemples et peuvent être problématiques dans le système, dans la façon même d'apprentissage et créer des espaces d'apprentissage toxiques en développant une forme de haine. Mais en fait, quand j'ai écouté votre réponse, vous avez parlé de politique. Est-ce que vous avez des éléments vous avez parlé comme par exemple à changer les critères changer les critères d'admission. Est-ce que vous avez par exemple des exemples, par exemple qui pour étayer un peu pour rendre l'exemple comme plus clair en fait? Bah, Firmine, si je peux me permettre des exemples. Beaucoup d'admissions dans certains départements sont basées sur presque entièrement basées ou principalement basées sur la moyenne globale là, qui est parfois sur 4,3, en tout cas dans les départements de psycho. Et il y a certains départements que si le dossier de l'étudiant, la note ne dépasse pas 4,1 ou 4,2, ce n'est même pas considéré dans les admissions, on va dire par exemple dans les études supérieures ou certains niveaux au niveau du baccalauréat. Okay? Ce qu'on va trouver, alors d'abord, mets de côté le fait que plein de personnes qui appartiennent à des minorités n'arrivent même pas à accéder au bac dans certaines des professions qui les intéressent. Et là, je parle encore quand tu penses à aller aux maîtrises ou doctorat et études supérieures. C'est un système, les critères qu'on utilise d'admission aujourd'hui sont des critères qui sont complètement fondés sur un système qui privilégie principalement les personnes appartenant au groupe dominant et aux bonnes conditions, aux conditions socio-économiques privilégiées. Or, si on regarde, il y a deux problèmes là-dedans. Le premier problème, c'est que quand déjà vous commencez la vie pas avec les mêmes chances que quelqu'un d'autre en raison des expériences de discrimination et de racisme dont Florence et Jude-Marie ont parlé en masse, déjà à la base, vous n'avez pas les conditions pour apprendre et réussir de la même façon que la personne qui arrive privilégiée. Donc, il est naturel que quand vous arrivez avec vos notes, vous arrivez avec des notes qui sont moins élevées que l'autre personne. Okay? Ça s'applique aussi, par exemple, si vous comparez une jeune maman monoparentale de 2 enfants qui doit étudier et travailler en même temps avec une jeune femme dont les parents payent pour ses études et donc qui peut se consacrer à 100% pour ses études. On parle de conditions structurelles, sociales et économiques qui désavantagent certaines personnes. Et donc, à la base, les critères d'admission qui sont établis sont des critères d'admission qui sont discriminatoires, qui ne permettent pas l'entrée, alors que la personne peut, elle, présenter toutes sortes d'autres qualités, toutes sortes d'autres capacités, toutes sortes d'autres talents qui ne sont pas pris en considération. Sa débrouillardise, son autonomie, son expérience de vie, peut-être des qualités d'empathie, des qualités d'écoute, qui ne sont pas du tout ou très rarement pris dans l'évaluation. Donc, il faut véritablement repenser ce système qui perpétue, mais si on est minimalement machiavélique, et il ne faut pas l'être, on pourrait penser que c'est presque instauré pour perpétuer justement le désavantage pour les personnes racisées, pour que ces personnes-là n'accèdent pas au pouvoir. Pourquoi? Parce que si on accède au pouvoir, on change le système. Et si on change le système, les personnes qui sont privilégiées pensent qu'on est en train de les priver de privilèges et de ressources économiques. Le problème, c'est que les personnes qui appartiennent à ces groupes-là, qui sont plus dominants, ne comprennent pas que lutter contre le racisme et la discrimination, c'est contribuer au bien-être complet de la société. Parce que l'exemple du jeune homme que Jude-Marie a donné, qui n'arrive plus à aller au travail, quelqu'un qui n'arrive plus à aller à son travail et qui n'arrive plus à bien performer dans son travail, nuit économiquement.
peut désavantager économiquement sa société. Et donc, il faut qu'on comprenne ces choses-là. Mais on est malheureusement loin de le comprendre. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des réactions de la part des groupes dominants qui se sentent privés de privilèges qui leur appartenaient avant parce que c'est comme l'impression, comme s'ils devaient partager ces privilèges-là avec les autres, alors que ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de enlever et priver, ce n'est pas ça. Okay? Donc, il faut repenser les critères d'admission. Et il y a certains profs qui n'utilisent pas ça. Donc, par exemple, moi, dans mon cas, ce n'est pas la moyenne qui compte le plus. Mais figure-toi que lorsque je prends un étudiant qui n'a pas la moyenne, il faut que j'écrive une lettre qui justifie pourquoi j'ai décidé que cette personne présente toutes les qualités nécessaires pour réussir dans ses études ou pour l'accompagner dans ses études. On avait une question d'une autre professeure du département de communication. Là, on a parlé des critères d'admission, des politiques internes, de la sensibilisation, mais on se pose souvent la question quand on fait faire des travaux en équipe, est-ce qu'il y a des choses à prendre en compte justement parce qu'on disait tout à l'heure que l'un des exemples cités, c'était que une personne noire parfois peut avoir des problèmes avec le fait d'être choisie pour être mis en équipe parce qu'il y a des biais d'autres personnes qui vont avoir l'impression que ça va être un moins bon élève. Comment faire pour que ça n'arrive pas quand on est prof et qu'on demande aux gens de se mettre en équipe? Il y a des moyens très simples, mais la première chose, c'est la formation. Il faut former nos étudiants. C'est la première chose. Il faut former nos étudiants, que nos étudiants puissent comprendre que, ben tiens, notre couleur de peau n'a rien à voir avec notre niveau d'intelligence. Ça, déjà, ce sera un bon début, mais il faut aussi que les étudiants puissent comprendre que ce ne sont pas des pratiques acceptables à l'université et que si c'est avéré, eh bien, il y a des conséquences par rapport à ça. Mais aussi, moi, ce que je fais, c'est que je fais des groupes de manière aléatoire. Et donc, à ce moment-là, le problème est résolu. Vous voulez, vous ne voulez pas. En général, j'ai toujours des étudiants qui souhaitent aller en groupe entre amis, mais je suis désolé, c'est fait de manière aléatoire. Et tout de suite, je le dis dans mon cours, c'est un cours qui est basé sur une approche de justice sociale. Et donc, je ne vais pas mettre les forts ensemble, les faibles ensemble. Je laisse la technologie s'en occuper. Je le fais de manière aléatoire. Donc, en me basant sur le fait que, ben, tiens, il peut y avoir éventuellement deux forts ensemble, il peut y avoir éventuellement deux faibles ensemble, mais de manière générale, on va se retrouver avec des groupes très mélangés. Donc, c'est ça. Peut-être juste dire un petit mot sur ce que Raïda a dit tantôt sur les critères d'admission. Je peux prendre l'exemple de l'École de psychologie de l'Université d'Ottawa. Cette année, on a mis sur notre site qu'on priorisera les étudiants BIPOC, genre Black, Indigenous and People of Color. C'est la première année qu'on a eu autant d'étudiants BIPOC postulés. En fait, le message, c'est qu'ils n'osent même pas postuler dans nos départements. Ils n'osent même pas postuler. En psychologie, c'est assez perçu comme très élitiste. Ils ne postulent pas. Ils ne postulent pas. Ils ne postulent pas en médecine, ils ne postulent pas dans certains groupes de métiers parce que tout simplement, ils pensent qu'ils ne vont pas être acceptés. Et quand vous regardez les bacs de psycho, vous avez beaucoup d'étudiants BIPOC. Et vous regardez au doctorat, j'ai une étudiante noire, c'est la deuxième de notre programme de tous les temps. Et on parle de choses horribles, mais même cette étudiante-là, je me demande pourquoi c'est moi qui l'ai trouvée, parce que c'est une étudiante qui a 9,8 sur 10 de moyenne. C'est-à-dire même une étudiante noire avec 9,8 sur 10 de moyenne ne trouve personne qui veut l'apprendre. Donc, on doit se questionner. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous arrive? Pour sortir du milieu universitaire et aller à un niveau au-dessus en termes de gouvernance, parce qu'on a une question qui nous a été posée là-dessus, je voudrais soulever une question qui a été posée dans le chat et inviter tous les participants, s'ils ont envie de poser des questions, à le faire tout de suite parce qu'il nous reste une dizaine de minutes. J'ai une question qui serait peut-être pour Florence. Comment changer les choses au niveau systémique, mais donc étatique,
Là, pour le coup, la question, c'est étatique. Donc, au niveau du gouvernement, que ce soit provincial ou fédéral d'ailleurs, quand les personnes ayant le pouvoir de changer les choses sont dans le déni, donc comment on fait? Est-ce qu'il y a des initiatives de sensibilisation? On sait que, par exemple, au Québec, on a eu beaucoup de mal à avoir simplement à accepter de parler de racisme systémique. Tout le monde ne l'accepte pas au niveau de nos dirigeants. Donc, comment changer les choses au niveau étatique et comment leur faire prendre conscience, les faire sortir de ce déni-là? Je poserai la question à Florence, mais aussi, est-ce qu'il y a des différences entre l'Ontario et le Québec là-dessus d'ailleurs? Je n'ai pas fait beaucoup de recherches sur les différences entre l'Ontario et le Québec, mais ce que je peux dire, quand il y a eu des discussions notamment sur le port du voile, j'ai vu que le Québec est peut-être encore plus conservateur que l'Ontario. Ça, c'est juste mes observations personnelles. Des discussions par exemple, du port du voile n'auraient pas lieu à Toronto. Ça n'existerait pas parce que la communauté est tellement, je vais dire, très ouverte. Pas toutes les communautés en Ontario. Concernant les gouvernements, qu'est-ce qu'il faut changer au niveau gouvernemental et institutions gouvernementales? On dit toujours les politiques et politiques gouvernementales, changer la structure des financements, changer la manière que les gouvernements organisent les ressources. Tout ça, c'est beau. Et moi, j'ai vu ça. Des fois, ça se fait. Comme récemment, il y a toute une initiative du gouvernement fédéral pour favoriser l'accès au logement par les communautés noires. Beaucoup de fonds ont été injectés pour le logement des communautés noires dans les communautés, surtout à Toronto, où le logement est devenu un grand problème. Mais moi, je me dis toujours, comment est-ce qu'on fait pour que les communautés noires accèdent à ces ressources-là, pour que les communautés noires aient cette information? C'est toujours ça l'enjeu, là. C'est comme, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour vulgariser, pour faciliter l'accès, pour que les Noirs se sentent comme ce programme-là, je peux y accéder. Il y a plein de programmes pour l'entrepreneuriat des Noirs, plein de programmes, mais les communautés noires n'accèdent pas à ça. Dans mon centre, on a plein de services, on donne des téléphones cellulaires, on donne des tablettes, parce que pendant la pandémie, on avait réalisé que les communautés noires, justement, ne pouvaient même pas accéder au vaccin parce qu'ils n'avaient pas une tablette. Alors, je pose une question aussi, je n'ai pas de réponse, mais je sais que c'est très compliqué en fait, la question que vous me posez. On a M. Delson, libéral, qui voudrait dire quelque chose. M. Delson. Delson qui venait, qu'en fait c'est Delson qui avait posé la question que j'ai transmise, mais peut-être qu'il voulait réagir. Delson, si vous revenez, vous pouvez poser votre question. Il y avait une question qui était en lien avec la première intervention de Raïda, et on n'est pas revenu dessus, mais j'ai été un peu interpellée par cette question. Entre guillemets, une culture basée sur le racisme, fondée sur le racisme, point d'interrogation. Et je me suis dit que si on posait cette question-là, c'est que peut-être il fallait revenir là-dessus et réexpliquer ce qu'on veut dire par là. Donc, je renvoie la balle à Raïda, mais évidemment, vous pouvez tous intervenir. Oui, tout à fait. Je pense, alors, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez des sociétés dont les structures de fonctionnement politique, légales, économiques, ont été conçues à travers des idéologies qui sont racistes, donc autrement dit, qui sont basées sur la privation des droits et l'exploitation d'un groupe par un autre, vous produisez ce qu'on appelle une culture qui est raciste, c'est-à-dire que vous produisez un ensemble de valeurs, un ensemble de croyances, un ensemble de principes communs partagés qui ont une nature qui est raciste. Alors, est-ce que ça veut dire que chaque personne dans cette culture est raciste? Non. Est-ce que ça veut dire que cette culture glorifie le racisme? Non. Il y a des groupuscules, oui, qui peuvent être extrémistes, racistes, néo-nazis, suprémacistes blancs, ce que vous voulez, dans ces groupes-là. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus
tomber dans le politically correct de dire qu'il n'existe pas des façons de penser, des croyances et des valeurs à l'intérieur de cultures qui sont foncièrement racistes. Il faut admettre l'existence du problème pour pouvoir le résoudre. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que j'ai voulu dire le terme culture raciste, si vous voulez, en quelque sorte. J'espère que c'est un peu plus clair. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est bon de donner cette définition-là. On a quelqu'un qui a commenté, il y a une preuve irréfutable de ce que dit Raïda, c'est la loi sur les Indiens, donc c'est assez éloquent. Avant d'y aller avec les mots de clôture, j'aimerais poser une dernière question sur la santé mentale en particulier. Pas nécessairement seulement la santé mentale des personnes marginalisées, mais en général. Donc, quels sont les outils qu'on pourrait mettre en place pour promouvoir la santé mentale au sein de nos communautés au sens large? Est-ce que la santé mentale, est-ce qu'on en parle assez? Est-ce que c'est un enjeu de société dont on a assez montré que c'était un enjeu essentiel, ou est-ce qu'il y a encore des efforts à faire là-dessus? Et j'irai avec, en fait, intervient qui veut sur cette question. Je pense que Dr. Jude en a parlé beaucoup de l'impact du racisme sur la santé mentale. Et les outils qu'on peut mettre en place en intervention, c'est vraiment, par exemple, je vais vous donner comme quelque chose de très simple. Quand les Noirs ou les peuples d'ascendance africaine arrivent dans nos institutions, il faut qu'ils voient des images et des individus qui leur ressemblent. Ça, c'est pour commencer. Pour que les questions qui soient posées au niveau de l'accueil, soit des questions ou de l'identification des besoins, soit des questions qui touchent au vécu des Noirs. Il y aurait une question, est-ce que vous auriez été victime de racisme ou de discrimination? De quelle manière? Pour voir peut-être que les symptômes qui sont présentés par cet individu peut-être proviennent du racisme. Une personne peut être dépressive parce que c'est le racisme qui a causé la dépression. C'est des bonnes questions comme ça. Faciliter l'accès, comme je disais tantôt, beaucoup de barrières que vivent les Noirs peuvent être éliminées par les institutions, notamment en donnant plus de ressources, des tokens de transport, les téléphones cellulaires. On est à l'ère de la technologie, les tablettes, tout ce qui peut favoriser que la personne, même les coupons de nourriture, tout ce qui peut favoriser que la personne se sente en santé pour aller chercher des services en santé mentale, parce que la santé mentale est toujours vue comme un deuxième niveau, si vous voulez, pour une personne qui est très défavorisée, alors qu'en réalité, c'est le premier niveau. Je pourrais continuer, mais je laisse la place à mes collègues. C'est sûr que la question de santé mentale, c'est quelque chose qui est très sensible et parfois c'est un peu stigmatisé dans différentes communautés et chez différentes personnes. Donc oui, c'est clair qu'il faut continuer à sensibiliser sur qu'est-ce que ça veut dire la santé mentale déjà à la base et comment on peut aller chercher de l'aide quand ça ne va pas très bien dans notre vie, que ce soit de l'aide auprès de l'aide informelle et de l'aide formelle, entre guillemets, en lien avec le racisme. Ceci étant dit, je pense qu'il est très important aussi de ne pas se concentrer uniquement sur les questions de la santé mentale en racisme parce qu'il ne faut pas donner la responsabilité d'aller mieux à la personne qui subit le racisme. C'est surtout la responsabilité de la société, du contexte pour qu'elle aille mieux. Donc, il faut faire une double action en même temps. Sensibiliser, adresser les besoins en santé mentale, mais bien sûr faire tout un peu les recommandations que Florence et Jude-Marie ont données sur le travail antiraciste pour que la personne qui subit des problèmes de santé mentale en raison du racisme voit que on est en train d'agir sur la source du problème, pas juste, et pas lui donner la responsabilité, elle, d'agir sur le symptôme et sur la source du problème. Par contre, j'ajouterais, Raïda, si tu me permets, le mot empowerment, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, là. Redonner le pouvoir, si vous voulez, aux gens qui sont, aux personnes victimes est très important. Parce que moi, je dis souvent à mes enfants qui sont noirs qu'il ne faut justement pas, quand je vais utiliser le mot, il ne faut pas jouer les victimes. Je dis, on ne va pas devenir les victimes ici, on doit se battre. Et
on va se battre pour ne pas être victime du racisme. Et dans ce sens-là, I empower them. C'est le terme que je trouve pour dire ça. Oui, moi, j'ai plusieurs. Je vais partager le lien pendant les propos de conclusion, mais plusieurs choses rapidement, parce que j'ai essayé de répondre de manière générale, comme vous l'avez demandé, mais juste sur la question de la reconnaissance du racisme, il ne faut pas se mentir, le gouvernement du Québec, par exemple, qui dit le racisme systémique n'existe pas. Non, le gouvernement Legault reconnaît le racisme systémique, dans le sens qu'on ne crée pas un ministère pour quelque chose qui est de l'ordre en fait, du personnel. On crée un ministère quand on pense que quelque chose est systémique et qu'il faut l'adresser au niveau du système. Le ministère, c'est déjà adresser ça au niveau du système. Mais c'est juste que juste le mot, bon, là c'est plus une approche électoraliste, mais c'est juste le mot qui n'est pas reconnu. Mais en réalité, mettre en place un ministère, c'est reconnaître déjà que ça existe. Mais sur la question de la santé mentale, je pense que la première chose, c'est qu'il faut déplacer le curseur sur la maladie mentale parce que notre approche reste une approche sur la maladie mentale. Alors qu'il faut déplacer le curseur sur plus la santé mentale. Quand on déplacera le curseur sur la santé mentale, à ce moment-là, je pense qu'on pourra mettre beaucoup plus de moyens parce que ça nous permettra de savoir que quand quelqu'un va bien mentalement, physiquement, la personne va mieux, mais aussi la personne est plus productive. Et moi, c'est la même chose pour le racisme dans ma tête. C'est que pour moi, quand on parle du racisme, si on est dans une approche très libérale, mais vraiment très libérale, on ne devrait même pas être raciste parce qu'on se dirait, ben tiens, il faut que les gens dans la société puissent produire le mieux possible. Et produire le mieux possible, c'est leur permettre de pouvoir atteindre leur plein potentiel. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut plus de moyens pour la santé mentale. Aujourd'hui, des étudiants qui veulent des soins peuvent rester sur une liste d'attente pendant plusieurs mois. Donc, entre le moment où j'ai besoin des soins et 8 mois, j'ai le temps soit d'aller mieux ou que ma situation se détériore totalement. Donc, il faut plus, mais vraiment plus de moyens. Et puis, il faut en fait démocratiser les soins. Démocratiser les soins, c'est permettre à ce que les gens puissent avoir de l'information sur les soins de santé mentale. Parce que si je n'ai pas d'information sur les soins de santé mentale, c'est normal que, mais tiens, j'y vais à reculons. Mais si j'ai assez d'informations et que je sais que je peux trouver quelqu'un pour me faire du bien et que ça va me faire du bien, ça va pouvoir me permettre de pouvoir me développer. Et ce n'est pas juste une question de quand je vais très, 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 très mal. Ça peut être juste parce que j'ai des questionnements sur moi-même. J'ai des questionnements, je suis à un carrefour de ma vie où j'ai des questionnements sur mon parcours, sur des choses et je peux aller voir quelqu'un. Donc, il faut démocratiser les soins. Et puis, par rapport aux enjeux culturels et racistes, il faut qu'on arrête au Canada avec le colorblind approach. C'est-à-dire, on a une approche basée sur, ben tiens, on est aveugle sur les enjeux raciaux. Ben moi, non, je ne vois pas la couleur de la peau de la personne, je vois une personne humaine. Ben tiens, il se peut que ma couleur de peau fait partie de mon problème, que mon problème, le principal, le main factor de mon problème, le principal facteur de mon problème, c'est le fait que je sois de cette couleur-là. Et c'est ça qui me fait subir, ce qui fait que je présente une dépression. Donc, ne pas tenir compte de ça, c'est ignorer au contraire ce que je suis. Et c'est profondément raciste au fait le colorblind approach. Merci pour vos 3 réponses et pour vos interventions en général. Moi, ce que je retiendrai, parmi le nombre de choses que je retiendrai de ce panel, c'est que la responsabilité de changer les choses est partagée par tout le monde, pas juste ceux qui subissent des discriminations. Alors, merci à nos 3 panélistes, Dr Jude Marissena, Dr Raïda Hassan et Florence Gemzeguoro. Merci à Pascal Kaidor aussi du comité EDI. Merci à Firmine d'avoir co-animé avec moi. Merci au département de communication de l'Université de Montréal et au PACUM, le programme de pairs aidants du département. Et d'ailleurs, l'enregistrement de la conférence sera disponible sur la chaîne YouTube du PACUM sous peu. Et je vous encourage à aller y faire un tour de temps en temps, parce qu'il y a des choses intéressantes qui s'y passent. Alors, merci tout le monde et bon vendredi. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci.